Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est consacré à l'impact du changement climatique sur les opérations humanitaires. Je me présente, je suis Ségolène Guillaumat, co-directrice académique pour le Center for Humanitarian Leadership, qui est un centre universitaire et de recherche qui est spécialisé sur les questions humanitaires. Le CHL est rattaché à la Deakin University de Melbourne, d'où je dirige le cursus académique sur le diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire, le DLH. Quelques mots sur mon parcours. Je travaille dans le secteur humanitaire depuis à peu près 20 ans maintenant, particulièrement sur les opérations de terrain et également en tant que responsable au siège de différentes organisations. Et plus spécifiquement, géographiquement, je travaille et j'étudie le Sahel central, le bassin du lac Tchad et la Centrafrique. Alors, le trait d'union entre l'opérationnel d'une part et la fonction académique que j'occupe aujourd'hui repose sur à la fois le désir de mettre en perspective la partie opérationnelle avec les actualités qui touchent au secteur, en particulier les questions de genre et les questions dites de localisation, plus encore de désoccidentalisation. Et puis, ça repose également sur la conviction que j'ai profondément ancrée et qui est portée par le DLH, que plus les acteurs humanitaires développeront leur leadership et plus les opérations seront efficientes et répondront avec respect aux besoins des populations qui sont affectées par les crises et les catastrophes. Et l'exemple évidemment de la pandémie que nous traversons depuis plus d'un an maintenant atteste cet impératif, cette nécessité de leadership et cette capacité de rebond. Le DLH a pris en compte aussi ce contexte pour s'adapter et être aujourd'hui proposé en digital. C'est aussi dans ce cadre que nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Quelques mots peut-être sur ce programme. Le CHL et la Deakin University, en collaboration étroite avec son partenaire Action contre la faim, ont décidé de lancer ce webinaire qui sera le premier d'une série sur différents thèmes tels que la localisation, tels que la question de l'accès aux populations, notamment dans les zones de conflit, la question aussi de la diversité et de l'inclusion, autant de thèmes que nous abordons dans le cadre du cursus DLH dont j'ai la charge. Les prochains webinaires auront lieu courant juin, juillet et septembre. Donc, nous préciserons les dates ultérieurement et je vous invite du coup à rester connectés sur le site du CHL et celui d'Alternatives Humanitaires sur lesquels vous retrouverez aussi les enregistrements des différents webinaires. Maintenant, et sans plus tarder, je voudrais aussi prendre cette occasion à la fois pour remercier chaleureusement l'ensemble des panélistes qui sont présents aujourd'hui pour ce webinaire spécifique sur le changement climatique, sur les opérations humanitaires. Les remercier pour votre présence et d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et j'en profite également pour remercier la revue Alternative Humanitaire qui est spécialisée sur l'action humanitaire et à travers elle son rédacteur en chef, Boris Martin, qui sont associés aux préparatifs à l'organisation de cette série d'événements. Boris, à qui je vais laisser la parole dans un instant pour la suite de nos échanges. Merci à toutes et tous pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite de riches discussions et un excellent webinaire. Merci. Merci Ségolène. On te retrouve de toute façon à la fin du débat pour boucler la boucle. Donc bonjour à tous, bonjour d'abord aux 5 intervenants qui vont se présenter eux-mêmes très bientôt. Et alors on a parlé de 200 ou 300 personnes qui s'étaient inscrites, donc internautes qui sont potentiellement, possiblement derrière leurs écrans. Donc oui, je suis Boris Martin, j'ai la chance d'animer ce débat. Je
suis le rédacteur en chef de la revue alternative humanitaire, qui est partenaire donc, de cette série de webinaires qui commence aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Alternative humanitaire, on est une revue internationale de recherche et de débat sur l'action humanitaire et sur le développement. Voilà, vous avez presque tous nos numéros là, qui apparaissent en ligne. Elle existe depuis 2016, cette revue, donc on fête nos 5 ans cette année. Et voilà, on en est à 17, presque 17 numéros. Nos 3 derniers numéros, parce que je ne vais pas tous les citer, vous les voyez là, et puis allez sur le site à votre convenance. Les 3 derniers numéros, pour citer que ceux-là, devraient vous intéresser, puisqu'on a fait 2 numéros successifs sur les impacts de la Covid-19 sur le champ humanitaire. Et le tout dernier numéro de mars, paru en mars, s'intéresse aux violences sexistes et sexuelles dans l'humanitaire. Ségolène, d'ailleurs, a publié un article dans ce numéro-là. Pour le débat qui nous intéresse aujourd'hui, je vous renvoie à un numéro spécial qu'on avait consacré au changement climatique. Ça s'appelait « Comprendre, anticiper et s'adapter ». Donc, on est en plein dans la problématique d'aujourd'hui. François Grunewald et Bruno Jochum avaient notamment participé à ce numéro. Donc, voilà, une grande satisfaction de ma part et de toute la revue de voir qu'on a pu semer des graines d'intérêt il y a 2 ans sur ce thème pour qu'il fasse aujourd'hui l'objet du webinaire. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps et je vais laisser la parole pour vraiment des micro-présentations parce que nos intervenants sont tous experts, ils ont tous de grandes expériences, donc ça prendrait bien plus d'1 minute chacun pour qu'ils se présentent, mais je vais leur demander un record de vitesse pour en 1 minute chacun se présenter. Et on peut commencer peut-être par Julie Gatien, qui est à Dakar, je crois. Oui, merci Boris. Oui, je suis à Dakar. Je travaille pour les Nations Unies depuis une petite dizaine d'années pour différents organismes et je suis, moi, responsable ou chargée de l'environnement et de l'énergie pour travailler sur les programmes et aussi pour appuyer les organisations à améliorer leur empreinte environnementale. Voilà, donc voilà, j'ai travaillé pour plusieurs organisations, donc c'est vrai que ça permet d'avoir une vue différenciée de ce que les Nations Unies dans quoi les Nations Unies peuvent s'engager. Voilà, merci. Merci Julie. Donc on aura avec vous le point de vue états-unien, pas états-unien, pardon, onusien. C'est quand même différent, il faut le noter. Et je passe la parole à Patrick Ombiano. Là, ça sera plutôt sous le versant recherche et enseignement. Ok, merci. Bonjour à tous. Ok, je suis Patrick Ombiano. Je suis enseignant en économie et auteur de plusieurs publications en économie de l'environnement. Donc, je suppose dans ce cadre que j'ai été invité dans ce webinaire. Je vous remercie. Merci Patrick. Bruno Jochum, tu me diras Bruno si je prononce bien ton nom. Oui, c'est très très rare. Donc effectivement, je m'appelle Bruno Jochum et je suis directeur de l'initiative The Climate Action Accelerator, basée à Genève, et qui est une nouvelle initiative qui vise à mobiliser puis appuyer les organisations dans l'action climatique. Et sinon, j'ai 20 ans d'expérience dans l'action humanitaire, donc principalement avec Médecins sans frontières, où j'étais directeur des opérations et directeur général à Genève. Merci. Merci Bruno. Donc là, plutôt une approche ONG avec, et tu nous parleras de l'initiative que tu as lancée au sortir de tes fonctions à MSF.
La parole maintenant à François, François Grunewald, pour qu'il se présente. Bonjour, donc François Grunewald. Moi, je suis sur ces histoires-là depuis très longtemps, puisque j'étais colleur d'affiches pour René Dumont en 1974, donc les débuts de la prise de conscience des enjeux environnementaux. À l'époque, on ne parlait pas de changement climatique, mais on parlait de désertification, on parlait de dégradation des forêts, dégradation des sols, mais finalement, tout ça maintenant se met dans ce nouveau cadre plus théorisé du changement climatique. Je suis donc au groupe URD, qui est un think tank qui travaille sur l'ensemble des crises de la planète, entre guillemets, et notamment sur celles liées aux effets du changement climatique. Et je suis agronome, donc très préoccupé par les impacts de tout ça sur les sociétés rurales, y compris en France, puisque j'habite dans la Drôme et le sud de la France est régulièrement affecté par des catastrophes qu'on n'avait jamais vues, des phénomènes qu'on n'avait jamais vus, depuis des événements torrentiels dramatiques comme on a vu en octobre dans la Roya, mais aussi des gelées, des perturbations. Voilà, donc ça fait partie de mon quotidien, les catastrophes climatiques ici et là-bas. J'ai été aussi prof, j'ai dirigé un master pendant 10 ans sur l'action humanitaire. Super, merci François. Et notre dernier intervenant, c'est Camille Evin. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation à ce webinaire. Donc, moi, c'est Camille Evin. J'ai un profil très technique puisque j'ai une expérience d'une dizaine d'années dans la production d'énergie, principalement à destination du secteur industriel. Et j'ai fait, tout en restant dans le secteur énergétique, j'ai fait mon entrée dans le secteur humanitaire il y a 7-8 ans maintenant, pour des questions d'accès à l'énergie. Et depuis quelques mois maintenant, je travaille aussi sur l'empreinte environnementale d'Action contre la faim. J'assure aussi la coordination de certaines actions terrain et centralisation de la redevabilité de nos indicateurs climatiques et environnementaux. Super, merci Camille. Donc, on va commencer tout de suite avec les 5 intervenants qui viennent de se présenter. Alors, si les internautes sont avec nous aujourd'hui, c'est, j'imagine, qu'ils ont lu la problématique qui nous rassemble pour traiter donc l'impact du changement climatique sur les opérations humanitaires. On va se livrer à une sorte de dialectique pendant une bonne heure, à savoir que dans une première demi-heure, on va se demander comment le changement climatique a impacté les opérations humanitaires, donc un état des lieux d'une certaine manière de ces impacts. Et puis dans une deuxième partie, qui va durer une demi-heure également à peu près, on va voir comment les ONG et les agences internationales s'adaptent et répondent aux impacts, aux effets avérés ou à venir du changement climatique. Voilà. Alors, les questions des spectateurs, je vous le dis, pour ceux qui voudraient nous poser des questions, n'hésitez pas. C'est dans la fonction Q&R, questions-réponses de Zoom. Et j'essayerai de me faire votre relais pour alimenter la discussion tout au long de cette heure de discussion. Alors, on va commencer tout de suite avec une première question que j'ai envie de poser à François Grunewald. Et cette question, c'est avant même que les opérateurs humanitaires n'interviennent, il faut déjà peut-être se poser la question de quelles sont les conséquences du changement climatique sur les populations fragilisées, et notamment en Afrique subsaharienne, où c'est prégnant, fort. Voilà, comme ça permettra d'avoir le diagnostic, François, qui sera complété par les autres intervenants sur cette question. François. Oui, alors en fait, nous, on a essayé de travailler un petit peu sur ces questions-là en essayant d'organiser notre pensée autour de 3 grands axes. Finalement, ce qu'on connaît réellement de ces changements climatiques,
et leur impact, ce qu'on ne connaît pas mais qu'on commence à voir émerger, et les impacts que l'on peut prévoir mais qu'on n'a pas encore vus. Donc, les impacts que l'on a déjà vu, que l'on connaît, qu'on a vu, c'est la multiplication des événements climatiques violents, les cyclones, les tempêtes tropicales, c'est la multiplication des sécheresses avec des temps raccourcis entre les épisodes sèches, les épisodes secs, toute une partie de dynamiques qui sont la multiplication de phénomènes, alors que d'habitude, on avait des temps plus longs entre ces phénomènes. Donc ça, c'est des choses que l'on commence à bien voir. Parmi les phénomènes que l'on voit beaucoup moins, mais qu'on commence à voir rentrer dans l'écran radar, c'est des dynamiques anormales. C'est-à-dire des endroits où il y a des cyclones alors qu'on n'avait jamais vu des cyclones. C'est des dynamiques de cyclones qui ont des saisonnalités différentes. Par exemple, sur le Mindanao, maintenant, quasiment tous les 2-3 ans, il y a un cyclone, alors que pendant 50 ans, on n'a quasiment pas vu de cyclone sur Mindanao aux Philippines. On commence à voir des cyclones qui ont encore des trajectoires anormales. Par exemple, sur Madagascar, on connaissait les cyclones qui arrivaient de l'Est. Maintenant, on commence à voir des cyclones qui arrivent de l'Ouest, qui font le tour et qui passent par le canal du Mozambique et qui reviennent sur Madagascar. Et puis, des endroits où des cyclones ont des phénomènes non connus qui se rechargent d'eau dans des passages entre des îles, qui retapent sur des îles. Voilà, donc on voit maintenant toute une série de dynamiques non connues, non observées, mais qui évidemment ont des effets catastrophiques. Et puis, on commence à voir aussi sous l'écran radar, mais des préoccupations que l'on peut commencer à voir liées au changement climatique. Dans un rapport que nous avions fait il y a 10 ans sur les risques, qui s'appelait « Cartographie des risques non intentionnels futurs », on avait par exemple commencé à travailler sur les problématiques changement climatique et pandémie. Parce que on voyait apparaître tous ces nouveaux phénomènes de fonte des permafrost, par exemple, qui pouvaient libérer des nouveaux virus. On voyait aussi, par exemple, en Sibérie, des villes qui étaient en train de couler parce que leur substrat glaciaire disparaissait. On commence à voir maintenant dans l'Himalaya, ou même plus proche de nous, des espèces de quasi-tsunamis, parce qu'un bloc de montagne que l'on avait cru être de roc s'est avéré de roche et de glace, et la glace fond, ça arrive dans le lac, ça fait un tsunami et ça noie tous les villages autour. Donc on commence à voir donc des nouvelles problématiques que l'on n'imaginait pas du tout et qui évidemment touchent les populations et amèneront des réponses humanitaires, ce sera la deuxième partie. Et voilà, vraiment voir qu'on a des phénomènes qu'on connaît, mais dont la multiplication et l'ampleur et la fréquence augmentent, des phénomènes qu'on connaît, mais qui ont des modes de fonctionnement non connus, et des phénomènes qu'on ne connaissait pas, mais qu'on voit émerger. Et par exemple, on peut aussi mettre par exemple là-dedans les dynamiques complètement anormales des cycles climatiques. Donc on peut avoir des sécheresses, mais en fait, si on regarde la pluviométrie de l'année, il n'y a pas de sécheresse, mais simplement la répartition de la pluie ne permet pas à ce que les activités agricoles et pastorales se mettent en place. Donc ces dérèglements sont parfois macro, parfois micro, mais en fait ont des impacts majeurs sur les populations. Je m'arrête là, si ça te va, Boris. Super, merci François. Alors en fait, je voulais juste, enfin tu me tends très bien la perche et surtout à Patrick Ombiono, parce que voilà, la question c'est comment on peut mesurer. En fait, il y avait aussi une question d'un internaute, Noun Sidibé, pardon, qui travaille pour ACF en Mauritanie et qui demandait mais comment on peut mesurer les impacts du changement climatique. Cette mesure-là, c'est un vrai problème. De quels outils, de quelle approche on dispose? Il posait la question. Et moi, je voulais poser la question à Patrick, de quelles données historiques et même des impacts économiques on dispose du changement climatique. Et Patrick, vous avez en plus, vous avez la chance d'habiter au Cameroun. Vous pouvez peut-être nous faire un retour sur votre
ce qui se passe au Cameroun. Ok, merci de me passer la parole. Bon, en tant que Camerounais et aussi vivant beaucoup plus dans une région sahélienne, donc je vis quotidiennement donc, des effets du changement climatique parce que je vis et travaille dans une région sahélienne proche du bassin du lac Tchad, précisément. Donc ici, on vit des effets du changement climatique quotidiennement, des hausses des températures et l'absence des précipitations, ce qui justement a un effet négatif sur la productivité agricole et cela augmente l'insécurité alimentaire et hydrique. Puisque là, je parle justement, mais je connectais un peu plus tard pendant les problèmes d'électricité, la seule raison que les cours d'eau sont asséchés. Il n'y a pas assez d'eau pour donc faire tourner une turbine qui donne de l'électricité. Donc, nous vivons quotidiennement donc, des effets du changement climatique et beaucoup plus, nous sommes affectés par ces changements parce que ces changements entraînent depuis un moment la disparition du lac Tchad, ce qui pousse beaucoup plus de populations à migrer vers le lac Tchad et engendre des conflits. Donc, en gros, voilà un peu ce qu'on vit à l'extrême nord Cameroun. Moi, je suis à l'extrême nord Cameroun. Les conséquences des changements climatiques sont généralement les suivants: et des dépassements de population, l'insécurité alimentaire, la perte des moyens de subsistance, les dégâts matériels et bien d'autres. Donc, l'Afrique, alors la région dans laquelle je suis localisé, souffre le plus des changements climatiques sur les plans de la réduction de sa productivité agricole et de son exposition accrue aux inondations, aux événements climatiques extrêmes et la multiplication donc des risques pour la santé humaine. Donc, le résultat se traduit par les risques d'une dégradation de la sécurité alimentaire. Donc, dans cette région dans laquelle je suis logé, donc, la production agricole contribue à hauteur de 90% de la couverture des besoins alimentaires et dépend essentiellement d'une agriculture de type pluvial. Donc, malheureusement pour nous, nous connaissons une aggravation de la variabilité climatique qui se manifeste en particulier par une modification du régime de précipitations, lequel ne sert plus de référence saisonnière pour les plantations, les récoltes, et les agriculteurs sont parfois perdus, ne savent pas quand planter, quand récolter. Et cela pose un problème donc de sécurité alimentaire. Et un autre effet, c'est l'augmentation de la température qui donc a un impact sur l'évolution des cultures. Il y a récemment, j'ai été en contact avec des agriculteurs qui se sont plaints justement des dégâts causés par l'augmentation des températures. Ils se plaignent donc d'un ensoleillement assez fort où parfois nous sommes à 45 degrés ici. Donc, la vulnérabilité de l'Afrique au changement climatique est aussi aggravée par le manque de moyens et la quasi-inexistence des politiques stratégiques d'anticipation du phénomène. Donc, j'appelle donc davantage aux ONG humanitaires pour qu'elles s'impliquent énormément donc dans cette région, que si rien n'est fait, cette région pourrait donc disparaître de la carte. C'est une région qui est vraiment fragilisée par les effets négatifs du changement climatique, parce qu'elle est déjà, c'est une zone désertique où les points d'eau sont pratiquement rares et ceux qui existent ne permettent pas aux activités agricoles de bien se développer.
d'insécurité ici, le changement climatique ici se manifeste beaucoup plus par la survenance des situations d'insécurité alimentaire. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Et c'est un lien tout fait pour poser une question à Julie Gatien, puisque vous parliez effectivement des problèmes alimentaires que cela pose. Et Julie, à la fois a été au PAM, c'est ça, hein, donc question alimentaire forte. Vous êtes maintenant à l'UNICEF, c'est ça, donc question de l'enfance forte. Patrick posait cette question du rôle des ONG, enfin des opérateurs humanitaires, disons. De quelle manière, Julie, le changement climatique a impacté les interventions humanitaires dans les régions les plus touchées, éventuellement le lac Tchad, si vous avez des données là-dessus? Oui, merci Boris. Effectivement, c'est toute la question. Et quand on parle des régions les plus touchées, l'Afrique subsaharienne fait évidemment partie des zones du monde qui subit le plus drastiquement les effets du changement climatique. Alors, je répondrai à cette question par une problématique qui est posée aujourd'hui autour de la définition des effets du changement climatique. En fait, c'est très compliqué de déterminer les effets du changement climatique, les impacts du changement climatique. On connaît les types d'impacts, on connaît les types d'effets, mais les impacts sur une crise humanitaire vont être difficiles à identifier par eux-mêmes. C'est-à-dire que dans une crise humanitaire, on sait qu'on a des facteurs aggravants, et le changement climatique en est un. On a des root causes, comme on dit, c'est-à-dire des causes de base qui peuvent conduire à une crise humanitaire, et que le changement climatique en est. Donc, on retrouve le changement climatique à ces différents niveaux. Par exemple, si on veut parler des réfugiés climatiques, une nouvelle notion de la migration, aujourd'hui, il est extrêmement compliqué de définir qu'est-ce qu'un réfugié climatique, puisque les raisons du déplacement par un impact du changement climatique s'ajoutent généralement à une vulnérabilité existante ou des tensions dans la zone qui sont aussi expliquées par les dérèglements climatiques. Donc, c'est un nœud complexe, et la façon dont les Nations Unies réagissent depuis, je dirais, une dizaine d'années sur ces questions-là, c'est d'abord par une pression qui a été faite depuis leurs donneurs pour adresser la question des changements climatiques sous l'angle de l'aggravation de vulnérabilité ou de tensions ou de conflits, parce que c'est souvent ce qui se passe. Donc, pour éviter d'avoir des aggravations de crise ou des crises. Par exemple, on sait que lors des grands déplacements du Soudan Sud en 2015, il y avait c'était une crise humanitaire causée donc par l'instabilité politique du Sud-Soudan à cette époque-là, mais on sait aussi que cette crise a été aggravée par des effets du changement climatique sur l'accès aux ressources ou les possibilités de moyens de subsistance des populations, comme Patrick le disait. Pour vous redonner aussi un autre exemple, le Darfour en 2004, typiquement, c'est l'exemple qu'on donne. La crise du Darfour a été causée par des attaques de Janjaweed, mais on sait qu'initialement, il y avait des tensions entre agriculteurs et pastoraux à cause de la diminution de l'accès aux ressources, à cause des changements climatiques. Donc, il y a une pression de la part des donneurs là-dessus, aussi parce qu'on veut avoir une meilleure valeur de l'intervention, c'est-à-dire garantir que les interventions qui vont être faites des interventions humanitaires qui vont être faites vont avoir une meilleure valeur de l'investissement. Et ça, c'est important à prendre en compte, parce que c'est ça aussi l'opération humanitaire, et donc de garantir plus de durabilité des interventions et d'avoir une sortie de la dépendance à l'aide pour les personnes qui sont affectées par les crises humanitaires. Donc là-dedans aussi, on est obligé, en tant qu'opérateur, de prendre en compte les impacts du changement climatique, de les comprendre et de les intégrer dans les programmes.
Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, mais super. Et puis, on peut même poursuivre parce que vous avez soulevé les liens entre changement climatique et problématiques sécuritaires. Et il y avait une question sur le fil d'actualité, si je la retrouve, de Marc Caboret qui demande si est-ce que vous pensez que les changements climatiques pourraient ou vont contribuer à aggraver les crises sécuritaires actuelles que traverse le Sahel. Alors, la réponse, c'est oui, mais c'est compliqué. C'est une réponse compliquée parce que, comme je le disais, il est très difficile de savoir quelle est exactement la cause d'une tension, d'un conflit. Particularité dans le Sahel. Le Sahel est un territoire extrêmement compliqué avec des rapports sociaux très complexes et très localisés. Donc, je dirais que oui, on le sait, mais moi, je retournerai la question en fait. Je demanderai plutôt, est-ce que la meilleure prise en compte des changements climatiques peut être une réponse aux problèmes sécuritaires du Sahel? Dans ces cas-là, la réponse est oui aussi, et elle permet d'envisager l'approche de l'opération humanitaire plus adaptée peut-être aux situations que l'on rencontre sur le terrain aujourd'hui, de déplacement de population ou de crise. En tout cas, merci Julie. En tout cas, on a pas mal de questions là qui arrivent et on ne va pas toutes les prendre, mais effectivement, sur le lien entre changement climatique et sécurité, je vois Abdul Hamidou Bagayoko qui nous parle des conflits entre éleveurs et agriculteurs. L'impact sur je pense que c'est lié aussi l'impact sur la mobilité du bétail, les effets de concentration des animaux sur des espaces très réduits, qui doit pouvoir sans doute arriver à des tensions, et notamment au Cameroun. Peut-être que Patrick veut préciser les impacts sur la mobilité du bétail au Cameroun. Ok, merci une fois de plus. Oui, les conflits liés entre éleveurs et agriculteurs sont beaucoup plus liés à l'accès à l'eau et également aux ressources dont le bétail a besoin. Pour se développer. Donc, il y a d'un côté l'accès à l'eau et de l'autre, on va dire peut-être pour être plus simple, les aides que le bétail a besoin donc, pour se développer. Déjà, au Sahel, l'accès à l'eau est très compliqué parce qu'il n'y en a pas assez. L'eau est très rare, donc des sécheresses qui la région. Et de l'autre côté, l'absence d'un point d'eau qui permet aux éleveurs à transhumer, à aller et dans leur Patrick, il y a un petit problème de son. On a un problème de son avec vous. Je ne sais pas comment, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Enfin, en tout cas, moi, je ne vous entends pas très bien. Je crois que c'est le cas des autres. Peut-être vérifier. Ouais. Et en attendant, parce qu'il y avait une ou deux questions qui peuvent concerner François. François, on va d'abord une question très technique, mais je pense que tu peux le faire en direct. Il y a quelqu'un qui demande d'avoir le lien du document que tu as écrit il y a 10 ans sur les impacts du changement climatique. Comme ça, je mettrai ça dans le chat. Ouais. Super. Je le mettrai, ouais. je le mettrai dans le chat. Merci Françoise. Et puis, il y avait une question pointue, mais toi, l'agronome, tu dois y voir l'intérêt. C'est est-ce que tu classes les pluies froides parmi les dynamiques anormales? Alors, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des dynamiques anormales très nombreuses. Il y a les pluies froides, il y a ce qu'on appelle la chaleur humide, c'est-à-dire que des endroits où la chaleur est rendue insoutenable pour les organismes vivants à cause de l'humidité. Et ça, c'est un vrai danger émergent
du changement climatique, de même que les vagues de chaleur qu'on a commencé à voir en Europe, mais aussi en Inde, sont des phénomènes qui sont à la fois liés à des urbanisations mal conçues et à des phénomènes de chaleur donc les pluies froides peuvent faire partie de ça, de même que les vagues de chaleur. On se trouve avec d'autres problématiques qui sont intéressantes, hein, qui sont assez larges, mais par exemple, on oublie que le réchauffement climatique amène en fait de façon volumétrique une augmentation du niveau de l'eau. Et donc, en plus des montées du niveau de l'eau qui sont liées à la fonte des glaces, on a la montée thermodynamique du niveau de l'eau qui peut arriver dans certaines zones et qui fait par exemple que des pluies violentes sur des bassins versants arrivant de façon concomitante, liées au changement climatique elle-même, liées à l'augmentation volumétrique de l'eau, fait que d'un seul coup, on a des zones inondées de grande ampleur et qui sont en général parmi les zones les plus peuplées du monde, les grands deltas, des zones côtières. Et donc là, on se trouve avec des conjonctions de phénomènes qui, alors là, sont clairement liés au changement climatique et qui se mettent à toucher de façon assez encore pas complètement connue des grandes zones de delta et des zones de… Et là, on va face à des choses qui, en effet, peuvent aussi amener des conflits. Hein. Ce n'est pas seulement la question des agriculteurs et éleveurs, mais ça peut être aussi des populations entières du Bangladesh ou de l'Inde ou de Chine ou d'autres endroits d'Asie qui vont être obligés de bouger sur des dizaines de kilomètres pour se mettre à l'abri de ces phénomènes-là et qui vont arriver dans des zones qui sont elles-mêmes très peuplées, voire qui appartiennent au pays voisin qui protégera sa frontière. Donc, les guerres, entre guillemets, liées au changement climatique, je pense, vont largement dépasser la problématique éleveur-éleveur ou éleveur-pasteur au Sahel. Ça peut devenir des vraies questions d'intérêt pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, quoi. Merci François, c'était super complet. J'ai peut-être une question pour Julie, parce qu'on a parlé un petit peu le versant alimentation. Vous pouviez répondre sur le versant PAM d'avant, mais on a aussi une question sur en quoi le changement climatique impacte plus spécifiquement la protection de l'enfant. Et je pense que c'est une question intéressante de se demander en quoi les enfants, on a tous des réponses qui peuvent nous venir spontanément, mais en quoi les enfants sont particulièrement impactés par le changement climatique. Oui, effectivement. Alors en fait, les enfants sont parmi ce qu'on appelle des personnes vulnérables. C'est-à-dire qu'on va parler de vulnérabilité. Les enfants ne sont souvent pas capables d'avoir des moyens de subsistance pour eux-mêmes. Ils sont aussi souvent les premières victimes de violences basées, ce qu'on appelle les violences sexuelles ou basées sur le genre. Ils sont aussi victimes de travail forcé, de déplacements forcés. Donc, quand on parle de vulnérabilité forte, comme dans le cas de l'enfance, on est sur des personnes qui vont subir les effets du changement climatique de façon la plus forte. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, dans les familles, ce sont souvent les femmes et les enfants qui doivent aller chercher les ressources nécessaires pour le foyer. Donc, on va parler de l'eau ou du bois pour la cuisson, avec des effets de la désertification ou de la déforestation autour de zones habitées qui augmentent de plus en plus avec les besoins d'une population. Les temps et les distances marchées par les enfants dans une journée pour aller chercher les ressources nécessaires sont de plus en plus grandes et des fois on a des déplacements de distance qui vont au-delà de 6 à 8 heures par jour pour aller chercher du bois ou de l'eau et le ramener donc dans le foyer. Au cours de ces distances qui sont marchées, les enfants sont vulnérables à des attaques. Donc des personnes qui peuvent les agresser ou les enlever. Voilà, pour être très clair. Donc, on est vraiment sur une partie de la population la plus vulnérable. Voilà, pour répondre à la question. Super, merci beaucoup Julie. J'aurais une question pour Patrick, si on l'entend bien.
Ça permettra de vérifier. Mais une question de Nathalie Diarra qui, je pense que Patrick pourrait répondre. Quel lien faites-vous entre changement climatique, urbanisation et la forte démographie? Ça, c'est aussi des sujets qu'on a abordés dans la revue, dans des numéros spéciaux, l'urbanisation, la démographie. Est-ce qu'il y a des liens, Patrick? Merci. J'espère que... Donc, pour finir la question sur le lien, c'est pas grave. Vous me suivez? C'est pas bien? Pas très, très bien. J'ai trop de connexion. Ça a fait que la connexion n'est pas très bonne. Mais peut-être que François peut prendre le relais sur cette question. François, les liens entre changement climatique, l'urbanisation et la démographie. En fait, les villes se sont construites en général dans les vallées, dans des endroits plats, dans des côtes, dans des deltas. Et on s'aperçoit que ces zones-là sont extrêmement vulnérables aux effets du changement climatique, car ce sont des zones régulièrement inondables, ou des zones où la baisse de l'eau dans les nappes peut amener des sécheresses urbaines, ou des zones qui peuvent être régulièrement traversées par les cyclones. Donc en fait, les villes qui avaient besoin d'espaces plats ou qui avaient besoin, si possible, de zones pas trop en pente, se sont construites là, la densité s'y est mise, et en fait, ce sont des zones elles-mêmes très vulnérables aux effets du changement climatique. Donc nécessairement, plus les villes côtières grandissent, plus les villes de bord de rivières et de grands fleuves grandissent dans les zones plates, plus les villes dans les vallées escarpées des Andes ou ailleurs grandissent, plus ces populations urbaines sont à risque des effets du changement climatique. C'est un peu mécanique. Il y a un deuxième élément qui se rajoute, c'est que la ville a sa propre dynamique thermique. C'est-à-dire, on s'aperçoit que les villes se réchauffent très vite parce que c'est du béton, c'est du goudron, c'est de la pierre qui a son propre effet calorifique et qui, quelque part, peut rentrer en synergie avec des grandes phases de chaleur et amener ces fameuses vagues de chaleur meurtrières. Super. Merci beaucoup, François. Et je pense qu'effectivement, la question de l'urbanisation, démographie, on l'a traité dans la revue et c'est peut-être effectivement un travail de synthèse entre différentes problématiques, l'urbanisation, le changement climatique. Voilà, il n'y a pas de question qui reste unique. Mais en tout cas, les humanitaires ont commencé à se mobiliser sur les problématiques de démographie, d'urbanisation. Bon, là, ça m'incite à passer à la deuxième partie, puisqu'il est l'heure de notre débat, c'est-à-dire là sur qu'est-ce que peuvent faire ou que font les opérateurs humanitaires pour pallier les effets du changement climatique. Et là, je pense qu'il faut commencer par, on dirait, balayer devant sa porte, parce que c'est vrai qu'il y a un angle mort souvent sur cette question. Les ONG le prennent de plus en plus en compte, heureusement, mais c'est celle des potentiels dommages que les ONG elles-mêmes peuvent causer au climat, et donc de quelle manière elles pourraient devenir vertueuses. Et là, je vais passer la parole à Bruno Yochum. Bruno, comment les ONG et les agences internationales, elles peuvent réduire ce qu'on appelle l'empreinte carbone et leur impact sur l'environnement? On a parlé des moyens de transport, de la pollution des eaux, gestion des déchets, etc. Merci. Donc bon, évidemment, il y a d'énormes enjeux d'adaptation des programmes et anticipation des besoins, mais
mais la question du rôle des organisations humanitaires dans l'atténuation des émissions doit se poser. Et je pense que ça commence d'abord par prendre acte du diagnostic scientifique. C'est-à-dire, je pense que chacun connaît, hein, on est sur une trajectoire aujourd'hui de catastrophe climatique, hein, avec un réchauffement qui est prévu entre 3 et 5 degrés au courant du siècle. C'est à peu près acquis maintenant que dans les 25 ans prochaines, il y aura 1 degré de réchauffement en plus en moyenne, mais dans les bandes tropicales, notamment en Afrique subsaharienne ou en Afrique australe, on prévoit à peu près 2 à 2,5 degrés de réchauffement en plus par rapport à maintenant. Et d'un autre côté, donc, il y a un consensus qui est celui de la décarbonation urgente, hein, c'est-à-dire comment réduire les émissions, comment les diviser quasiment par 8 ou 9 d'ici 25 ans à l'échelle mondiale. Et c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est ce que les scientifiques appellent aller vers le net zéro, c'est-à-dire le niveau le plus bas possible d'émissions, et diviser à peu près par 2 d'ici 2030, et ensuite de nouveau de moitié chaque décennie qui vient. Et je crois que en fait, aujourd'hui, la communauté scientifique, elle s'adresse à l'ensemble de la société, qui est de dire on est déjà maintenant en phase d'emballement, et il faut que tous les acteurs, que ce soit à l'échelle politique ou à l'échelle des organisations intermédiaires, des citoyens, il faut que chacun en fait fasse sa part du travail parce que plus ça se réchauffera, plus la question de l'adaptation et des impacts deviendra grave. Donc, qu'est-ce que peuvent faire les organisations humanitaires? C'est déjà prendre acte de leurs propres responsabilités, c'est-à-dire elles ne sont pas fondamentalement différentes des autres organisations de la société, hein. Que ce soit des systèmes de santé, que ce soit évidemment des entreprises, que ce soit des services publics. Elles ont pas, il y a pas, je pense qu'il faut sortir de cette idée qu'il y a une sorte d'exemption naturelle à agir. Et donc, je dirais, à la fois des raisons de cohérence avec les valeurs, mais aussi parce que les organisations sont en première ligne sur les impacts, il faut absolument qu'elles adoptent les bonnes cibles de réduction. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais maintenant, il devient important que voilà, des organisations humanitaires disent ben oui, on a compris, on comprend le message de la science, on comprend qu'on a aussi une responsabilité, et peut-être qu'on a même, parce qu'on est en première ligne sur les impacts, on a peut-être une responsabilité encore plus forte d'aller vers l'exemplarité avant que finalement les politiques nous l'imposent. Et donc, moi, je salue le fait que, ben, par exemple, en mois de décembre, il y a une dizaine d'ONG du réseau environnement humanitaire qui ont signé une lettre d'engagement, hein, autour de la cible de moins 50% d'ici 2030. Médecins sans frontières à Genève vient de le faire, le CICR est en train d'en parler, et je crois qu'il faut vraiment aller essayer de provoquer un sorte d'effet domino. Une fois que ça c'est fait, évidemment, il faut passer à l'action. Hein, il faut passer à l'action, ce qui veut dire prendre le pli d'élaborer des feuilles de route qui vont permettre de faire des priorités en termes de réduction possible. Et on sait que quand on regarde l'empreinte des organisations humanitaires, on sait que les achats, le transport, ça fait souvent 70 à 80% des émissions d'une organisation humanitaire. Et après, si on ajoute l'énergie, les bâtiments, les déchets, on arrive souvent à plus de 90%. Donc en fait, c'est extrêmement concentré. Et je crois que le secteur humanitaire en fait a tout intérêt à apprendre et à tirer des expériences qui sont faites ailleurs. Je pense par exemple au domaine de la santé, mais il y a aussi il y a des entreprises qui ont des expériences intéressantes dans le supply, etc. On connaît l'exemple du National Health Service en Angleterre, le système de santé britannique, qui a déjà considérablement réduit son empreinte, qui vient d'adopter une stratégie pour aller sur net zéro d'ici 2040. Il y a énormément de choses applicables en fait. Donc on peut évidemment aller plus loin dans le détail,
Mais voilà, donc moi je dirais cible, feuille de route, priorité, apprentissage en commun. Et c'est vrai qu'au niveau du Climate Action Accelerator, ce qu'on aimerait, c'est justement c'est appuyer ces organisations pour qu'elles soient capables d'agir sur elles-mêmes. On pense qu'il faut jouer l'effet d'entraînement, c'est-à-dire il faut jouer l'effet domino, c'est-à-dire que les organisations n'aient pas uniquement pour seul but de réduire leurs propres émissions, mais jouent le facteur d'entraînement de leur réseau, de leurs partenaires. C'est la seule manière d'avoir réellement un impact. Et ensuite, comment faire une communauté un peu open source, c'est-à-dire où tout est partagé, tout est accessible, à la fois les outils, les expériences, parce que ce sont des accélérateurs en soi. Voilà. Super. Merci Bruno. Et je voulais interroger Camille Evin, puisque il est dans cette problématique-là à Action contre la faim, puisqu'il est en charge de ça. Comment ça se passe, par exemple, à Action contre la faim, même si l'action est naissante, mais comment ça se passe, par exemple, chez vous? Alors, déjà pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit plus tôt par Julie, François et Patrick. Donc, on est complètement en phase là-dessus. Maintenant, pour prendre un petit peu de recul, de notre côté, bien que ce forum-là soit centré sur la thématique climatique, cette thématique est totalement indissociable d'autres aspects environnementaux, notamment de la crise environnementale, de la baisse de la biodiversité, etc. Donc, il faut être attentif, en tout cas, à ne pas séparer dans notre réponse les aspects climatiques et le reste des aspects environnementaux. On rappelle que l'IPBES, qui est un peu le GIEC de la biodiversité, cite le changement climatique comme un des facteurs aggravants de la baisse de la biodiversité. Mais le premier des facteurs, c'est bien le changement d'utilisation des terres. Le deuxième, c'est la surexploitation des ressources, la biodiversité étant une ressource, comme les sols, l'eau, et enfin la pollution. Donc, en ne voulant répondre qu'au changement climatique et à être trop focalisé sur le changement climatique, le gros risque, c'est de générer des effets de transfert qui, au final, annuleront les bénéfices de nos actions. Il faut être très attentif à ça. C'était juste pour recaser le truc. Concernant l'atténuation du changement climatique et des émissions des organisations, donc nous, chez Action contre la faim, on a fait un bilan carbone en 2009 qu'on a extrapolé sur la base de nos données, volume d'activité, nombre de salariés, type d'activité qu'on a. Voilà, donc on arrive à un bilan carbone probable, en gros, pour Action contre la faim France, donc c'est 23 pays. On arrive à un bilan de 90 000 tonnes, à peu près, d'équivalent CO2. Voilà. Donc, Action contre la faim France, c'est 90 000 tonnes. Les émissions mondiales, c'est 50 milliards de tonnes par an. Donc, en fait, si on prend, on va dire, les émissions d'Action contre la faim France, c'est 1 minute 30 des émissions mondiales. Donc, même si on arrive à couper par deux, et je suis d'accord avec Bruno qu'il faut le faire, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a signé cette lettre d'engagement du réseau environnement humanitaire, mais il faut voir que ce n'est pas en passant de 1 minute 30 à 45 secondes d'émission que ça va changer quelque chose au problème. Si on le fait, c'est effectivement dans un esprit d'exemplarité, de mise en cohérence et de la reconnaissance du fait qu'on ne peut pas porter un système, que ce soit de l'urgence ou du développement, si on n'est déjà pas capable de mettre en œuvre nous-mêmes ce système. Donc ça, c'est l'évidence. Et c'est la raison principale pour laquelle il faut qu'on agisse. Maintenant, Action contre la faim, l'impact, c'est 1 minute 30. Les systèmes alimentaires, c'est 3 mois et demi, d'accord, de pollution, d'émissions totales. Donc évidemment, l'impact des systèmes alimentaires eux-mêmes est éminemment important. La manière de produire de l'alimentation et l'impact que le changement climatique a sur l'alimentation globale est éminemment important. Par exemple, sur ces 3 mois et demi d'émissions équivalentes, il y a 1 mois qui est lié au gaspillage, d'après la FAO. Donc voilà, on a des sources et on a des leviers qui sont extrêmement importants. Nous, Action contre la faim, on va être très vocaux sur une transformation des systèmes alimentaires pour qu'ils soient décarbonés. Et c'est essentiellement là-dessus
et dans les solutions qu'on porte sur le terrain qu'il faut effectuer nos actions. Après, effectivement, on a une empreinte de fonctionnement, comme ce que rappelait Bruno. On s'est engagé à la réduire de 50%. Dans un premier temps, on est tous raccords sur le fait que s'arrêter à moins 50% et stabiliser à moins 50%, ce n'est pas une solution viable. On passera au-dessus du 2 degrés, même si on le fait, il y a de grandes chances qu'on y passe quand même. Mais sur le principe, il faut aller plus loin que le moins 50% à terme. Le moins 50% est une première étape. Et on est en train en ce moment de se rendre compte, maintenant qu'on a pris cet objectif, c'est très récent, on est en train juste de se rendre compte des effets que ça va avoir sur notre organisation, nos programmes et notre manière de fonctionner. Très bien, merci Camille. Et il y a une question, je trouve intéressante, de Laura Wangso Tijao, qui est à Bagasola, vers le lac Tchad. Et elle demande si les ONG ont une charte pour le respect de l'environnement. Bruno ou Camille peut répondre peut-être. Est-ce que ça existe dans le secteur? Je pense que peut-être au niveau, parce qu'il y a Julie qui lève la main, mais peut-être aussi au niveau des Nations Unies, est-ce que ça existe? Bruno? Donc, il y a de plus en plus d'organisations effectivement qui se donnent des chartes ou en construisent. Et puis donc en ce moment il y a la charte de l'environnement pilotée par notamment le mouvement de la Croix-Rouge qui devrait être adoptée très prochainement, d'ici quelques semaines, avec sans doute beaucoup d'organisations derrière. Mais il est vrai que beaucoup de ces chartes, il faut aussi être autocritique, beaucoup de ces chartes ressemblent à des documents qu'on voyait notamment pour les multinationales il y a une quinzaine, vingtaine d'années. C'est-à-dire on est vraiment dans la logique de la responsabilité sociale de l'entreprise ou de l'organisation. On n'est pas encore, même si ça avance, on n'est pas encore dans la réalisation qu'on est dans une crise écologique aiguë qui demande en fait, tant, comme Camille l'a dit, tant sur la biodiversité que sur le climat, que sur d'autres aspects, en fait une transformation radicale. Et je crois que les choses avancent dans ce sens, mais on n'a pas encore tiré toutes les conclusions du diagnostic et de l'état des lieux. Merci Bruno. Julie? Oui, merci Boris. Alors moi, je vais juste rebondir sur deux choses parce que quand Camille a donné les chiffres d'émissions d'Action contre la faim, du coup, j'ai été regarder nos dernières publications pour les Nations Unies, parce que nous n'avons pas une charte, mais nous avons un engagement. Donc, c'est un engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre du système des Nations Unies, qui se traduit ensuite par des politiques, des stratégies et des procédures au sein de chaque organisation des Nations Unies. Ce n'est pas encore très harmonisé, mais chacun suit l'engagement général du système. En 2019, donc tous ces chiffres sont publics. Les Nations Unies ont un inventaire des gaz à effet de serre annuel avec une méthodologie qui a été établie par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Les chiffres de 2019 donc, sont 2 millions de tonnes de CO2 équivalent émis en 2019 par les Nations Unies. Ce qui fait à peu près, en fait, il faut ramener ça par capita. Donc, on a un système qui compte environ 310 000 personnes. Donc, ça fait 6,5 tonnes CO2 par capita. Donc, ça reste important parce que souvent, on intervient dans des zones ou des pays qui n'ont pas ce niveau d'émissions par capita. Donc, c'est là où on voit la vraie différence. Et 45% de nos émissions étaient liées au voyage par air, donc les avions. Alors là, attention, parce que j'ai vu une question sur les avions du PAM qui sont remplis seulement avec 3 personnes. Effectivement, ça peut arriver. Le PAM est en charge de United Nations Humanitarian Air Service, donc il s'occupe de faire les déplacements des humanitaires UN et non-UN, les journalistes et les ONG aussi. Des fois, il y a 3 personnes dans les avions parce que c'est critique pour déplacer les personnes. Il n'y a pas d'autre solution de déplacement dans ces zones. Il faut savoir qu'en fait, ces avions-là, c'est les casques bleus. 58% des émissions de gaz à effet de serre des Nations Unies sont attribuées aux opérations de maintien de la paix avec des machineries et des équipements militaires qui consomment beaucoup de fossiles.
Donc voilà, juste pour terminer aussi, pour dire que les Nations Unies donc, se sont engagées, il y a un inventaire annuel, il y a un rapport global environnemental, donc comme le disait Camille, qui ne prend pas seulement en compte l'aspect climat, l'aspect atténuation du changement climatique, mais on fait l'inventaire de nos déchets, on fait l'inventaire de nos consommations en eau, et après, il y a d'autres engagements pour la préservation de la biodiversité. J'enchaînerai sur un dernier point et je passerai la parole, mais juste pour vous dire que dans le process de transformation, et pour être tout à fait honnête, c'est une pression qui vient des donneurs, pour résumer, mais dans le process de transformation des Nations Unies, il y a maintenant un changement de pratique sous la forme de ce qu'on appelle de cadre de sauvegarde, donc de durabilité, qui pousse les activités programmatiques à démontrer, à justifier pourquoi elles répondent à des standards environnementaux et sociaux, parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui doit être pris en compte. Donc pour une fois, les Nations Unies sont un petit peu en avance des ONG, et c'est vrai qu'il nous manque cette coordination pour avoir une action commune tous ensemble en tant que coopérateurs humanitaires sur ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Alors, maintenant qu'on a vu que… Alors, il y a François. François, je vais te donner la parole tout de suite. Tu pourras faire un package, parce qu'on va, juste pour avancer, maintenant, on a vu que les effets du changement, on a vu les effets du changement climatique sur les populations, sur les interventions humanitaires. On a vu comment les humanitaires pourraient devenir plus vertueux. Et on a bien noté, Julie, que les UN étaient en pointe. Qu'est-ce que peuvent faire et qu'est-ce que font concrètement maintenant les organisations humanitaires, qu'elles soient privées ou onusiennes, dans le cadre de leurs interventions? Concrètement, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? François, je ne sais pas si c'était là-dessus que tu voulais intervenir, mais tu peux… Oui, je vais donner juste 2-3 trucs par rapport à ce que je voulais dire et je vais répondre à ta question. Je pense qu'un des gros enjeux au-delà des chartes, c'est de travailler sur les solutions, les options techniques, tout ce qui va permettre aux gens, parce que ce qu'on s'est rendu compte quand on a démarré ce travail-là, puisque le groupe URD a commencé à travailler sur cette question-là en 2008, donc on était un peu pionnier, enfin on était même très pionnier là-dessus. Et en fait, très vite, cette problématique est devenue angoissante pour les acteurs et qu'ils ont dit « oui, mais on fait comment ?» Donc, je pense que c'est là où Camille pourra dire aussi toutes les observations, toutes les approches un peu du solaire, toutes les approches sur de la bioconstruction, etc., sont des options qui nous permettent d'avoir des éléments de solution et aussi comment on gère mieux les déchets, comment on gère mieux le risque de nos pollutions avec nos huiles de vidange, etc. Donc, il y a un enjeu de l'agenda des solutions, comme on dit maintenant, qui est absolument essentiel pour que les gens, en fait, ne soient pas désarmés avec une charte très bien pensante, très engageante, mais pas de savoir comment. Donc, c'est là où nous, au niveau du réseau environnement humanitaire qui a été cité tout à l'heure, il y a tout un travail pour essayer justement de travailler sur ces solutions possibles à la disposition des acteurs pour qu'ils puissent avancer là-dessus. Donc, ça, c'est juste un premier point. Et le deuxième, par rapport à ta question, Bruno, en fait, tout va dépendre du diagnostic qu'on se pose. Donc, si on se pose comme diagnostic catastrophe plus importante, catastrophe plus fréquente, catastrophe récurrente sur la même année, etc., pour les humanitaires, grosso modo, il n'y a que 3 solutions. Hein. Être mieux préparé, assurer que sur le terrain, les populations et les acteurs soient mieux préparés et travailler sur des dynamiques de prépositionnement, que ce soit de l'argent prépositionné, que ce soit de la bouffe prépositionnée, que ce soit des pelles et des pioches prépositionnées. Voilà, donc grosso modo, on n'a que ces 3 solutions. Donc, travailler avec les populations et les acteurs sur place. Alors, moi, j'aime pas le mot localisation et j'aime pas le débat qui est autour de ça, qui pour l'instant est un débat entre ONG du Nord et ONG du Sud. Nous, l'approche qu'on a au niveau du groupe URD, suite à pas mal de travaux qu'on a fait, c'est sur place, il y a des tas de solidarités, des tas de mécanismes locaux dans lesquels les ONG sont là, les réseaux de volontaires locaux sont là, les protections civiles locales sont là, les élus sont là, les instituteurs sont là, les postes de santé sont là, sont des acteurs locaux. Et
Et c'est ces acteurs-là qui sont les primo-répondants, en général, dans ces situations-là. Donc, il faut absolument les soutenir et sortir de cette approche ONG locale, ONG internationale, qui, à mon avis, est mortifère. Donc, se poser la question des diagnostics des capacités locales et comment on les soutient avec leurs différents modes de travail. Donc, ça, c'est un premier point. Après, comment nous, on se prépare avec des gens qui sont capables d'être plus mobiles, s'il faut, avec des moyens prépositionnés, s'il faut, avec surtout une intelligence de compréhension des catastrophes et des risques, comment on la fait passer, comment on se prépare. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis, il y a peut-être le dernier point que l'on avait souligné dans les universités d'automne de l'humanitaire de 2019, qui était la crise systémique, et que finalement, on a vu en 2020 avec la Covid. La crise systémique, ça veut dire on ne peut plus bouger, on ne peut plus rien bouger, ni la bouffe, ni les gens. On se trouve, et on avait imaginé déjà de se dire comment ça va fonctionner pour la communication. Et c'est là où tout l'enjeu de la réflexion sur les mécanismes robustes, les capacités des acteurs internationaux et nationaux de travailler en mode dégradé. Et là, on est au tout début d'un long chemin pour explorer ces modes dégradés. Pour l'instant, la réponse, c'est on fait du Zoom, on fait tout à distance, etc. La crise systémique, et Bruno Yorum se rappelle des discussions là-dessus, c'est aussi une crise de plus de communication facile, Internet est en partie down, y compris lui-même Internet est un consommateur énorme de gaz à effet de serre. Et voilà. Et comment on essaie de réfléchir à des catastrophes majeures, systémiques, la crise du changement climatique impactant à peu près tous les éléments du fonctionnement des sociétés, et dans lequel, au final, on va avoir à complètement repenser les solidarités actuelles. Donc, merci. Adaptation sur le court terme, adaptation sur le moyen terme, et penser le changement de paradigme pour le long terme. Super. Merci François. Alors moi, j'avais deux questions. Une première de ma part. Tu as soulevé la question de la réponse locale et effectivement la distinction qui se fait trop sur le thème localisation entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux. Néanmoins, on peut quand même se poser la question parce que les acteurs internationaux vont avoir des moyens financiers pour développer des actions contre les effets du changement climatique. Et est-ce que ces moyens, ils ne vont pas manquer aux acteurs locaux, les associations locales, les autres acteurs éventuellement qui peuvent intervenir? Ça, c'est une première question. Donc, peut-être pour toi, François. Et une deuxième question qui était posée par Ali Lido, qui est un étudiant de la Deakin University. Je trouve qu'il pose une très, très bonne question. Il dit, par exemple, dans le cadre du Sahel, c'est tellement un chaos sécuritaire, humanitaire, avec des problématiques très fortes. C'est est-ce que les ONG humanitaires peuvent réellement intégrer ces exigences de protection de l'environnement et de lutte contre les effets climatiques dans des environnements très instables, des environnements où il y a des questions vitales qui se posent. C'est cette éternelle tension entre le vital immédiat et parfois où le changement climatique peut passer un petit peu en dernière situation. François, peut-être pour que tu répondes sur la question locale. Alors, juste donner un petit inch pour la deuxième réponse, parce que c'est un truc très intéressant. Nous, il y a quelques années, on avait travaillé sur quelque chose de très particulier que les Sahéliens connaissent bien, qui sont ce qu'on appelle les milles arénoquées. Les milles arénoquées, c'est des milles qui ont une petite aiguille sur les grains qui font que les oiseaux mange-mille ne viennent pas dessus. C'était un sujet de recherche avec l'ICRISAT et la recherche malienne. L'intérêt de ça, c'est que ça permet d'avoir, pendant la saison sèche, les mares cultivées sans l'accumulation des oiseaux qui viennent manger le mil. Or, cette économie des mares sur Gao, sur Kidal, sur le lac Tchad aussi, sur
sur le lac Fagibine, etc. C'est essentiel pour la survie des Sahéliens et c'est un élément très clé face au changement climatique. Travailler sur ces variétés de sorgho résistantes aux attaques des mange-mille aurait été essentiel. On a essayé d'intéresser les humanitaires là-dessus parce que la recherche agronomique malienne n'avait plus d'argent. Ça n'a intéressé aucun humanitaire. Donc, réfléchir sur les finesses des systèmes de résilience locale et comment les soutenir, ça demande une intelligence situationnelle que trop souvent les humanitaires n'ont pas. Donc là, il y a des vrais enjeux de diagnostic. Donc ça, je termine là. Alors après, pour l'autre sujet, c'est anticiper. Hein, et donc anticiper, ça veut dire savoir travailler sur de la planification multiscénario. Ça veut dire toujours essayer de se projeter sur le pire et s'y préparer, même s'il n'arrive pas. Ça veut dire faire, et quand on travaille là-dessus, on s'aperçoit que très vite, les acteurs internationaux sont vite bloqués. Donc, il y a ces enjeux de transfert de ressources, il y a des enjeux de transfert de savoir-faire, mais en fait, l'argent ne fait pas tout à l'affaire dans ces histoires-là. On s'aperçoit que l'argent, c'est un des éléments, les ressources, c'est un des éléments, mais c'est l'appui aux stratégies locales qui est très importante. On s'aperçoit que la même mairie du Cameroun ou du Sahel peut utiliser son argent différemment par rapport à l'eau. Et ça ne va pas demander beaucoup plus d'argent. Ça va simplement demander des modalités différentes de travail. Et je pense que dans plein de situations, on s'aperçoit que ça sera pas. Il faut évidemment des ressources, et plus il y a de ressources additionnelles injectées, c'est bien, mais c'est pas que ça. C'est aussi des changements de paradigme. Et donc là où on peut appuyer, c'est travailler sur l'identification, d'une part, de qu'est-ce qui existe dans le savoir endogène et local autour de ça, et qu'est-ce qu'on peut amener comme élément additionnel de connaissances qui vont permettre que peut-être il y a des tas de solutions qui seront peut-être même moins coûteuses. Hein. Je prends juste un exemple. Les constructions d'hôpitaux, juste très rapidement, les constructions d'hôpitaux telles qu'ils sont faits pour l'instant dans le Sahel font par exemple que l'hôpital de Mopti, qui a été y compris réhabilité par l'Agence française de développement, son budget énergie est supérieur au budget de la santé des 3 provinces de Tombouctou, Mopti et Gao, parce qu'il est complètement dépendant de l'électricité. L'ancien hôpital de Gao, qui était construit en bioclimatie, a besoin de 10 fois moins d'énergie. Donc, il ne faut pas donner beaucoup d'argent, il faut travailler autrement, différemment. Et je pense que c'est un changement de paradigme important. Ne pas croire que l'argent est la solution. Super, merci François. Je crois que sur la question de la tension entre prise en charge changement climatique et action humanitaire immédiate, vitale, dans des contextes compliqués, j'ai l'impression qu'il y avait Bruno qui voulait réagir. Oui, donc deux mots sur cette tension et pour un peu compléter ce que disait déjà François, mais je crois qu'on a trop tendance à un petit peu caricaturer le débat, c'est-à-dire comment on fera si on ne peut pas prendre l'avion, si on n'a pas de véhicule sur le terrain. En fait, ce n'est pas du tout dans ces termes-là que ça se pose, cette question. Il faut avoir une vision beaucoup plus progressive, c'est-à-dire évidemment, il est et il sera compliqué de décarboner, par exemple, à 100% l'action. Et c'est le même défi pour des entreprises, pour des institutions publiques. Par contre, la première étape qui est de décarboner de 30% ou de 50% dans la décennie qui vient, là, il y a quand même des moyens extrêmement bien identifiés. Hein, que ce soit sur les achats, la mise en place effectivement de critères d'achat, de filières beaucoup plus vertueuses, de travailler avec des producteurs qui respectent un certain nombre de critères, d'aller plus vers du régional, qui est aussi favorable aux économies locales, sur le transport, d'aller beaucoup plus sur le maritime. Il y a toute une série de choses qui sont déjà identifiées. Ce que disait François sur les techniques de construction, et notamment d'isolation thermique, etc. Beaucoup de choses sont sur la table. En fait, elles sont disponibles.
Donc, il s'agit beaucoup effectivement, d'identifier, de diffuser, d'intégrer un certain nombre de solutions qui sont déjà largement éprouvées. Le passage des énergies fossiles à plus de renouvelables sur le terrain, ça se fait déjà. Ça se fait de manière quand même assez large, mais pas, ça, je dirais, le monde humanitaire n'a pas encore basculé complètement vers ça. Donc moi, je crois qu'il faut, au contraire, il faut effectivement beaucoup se concentrer sur le commun, il faut absolument diffuser les solutions qui sont déjà relativement éprouvées. Il faut aussi arrêter d'être dans des... Je pense que malheureusement, il y a quand même beaucoup d'organisations, comme d'ailleurs, comme dans le monde des entreprises, qui tend à mettre en avant les compensations. Je pense que là, il y a, comme vous le savez, il y a quand même des grosses questions de crédibilité sur la question des compensations carbone et, voilà, je pense que beaucoup de gens, et moi je partage cette opinion, ça devrait être en fait exclu de la réduction et de l'effort de réduction qu'ont à faire les organisations. Ça peut venir en plus, certainement, mais ça ne peut pas être confondu avec l'effort de réduction. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut être pragmatique, il faut maintenant aller dans les feuilles de route, les plans d'action et cette transformation. Et il n'y a pas, l'excuse qui est souvent mise en avant par les humanitaires, qui est finalement on a une activité d'exception et qui mérite exception, elle ne tient pas beaucoup la route par rapport aux efforts que font d'autres secteurs. Et là, je fais de nouveau référence au secteur de santé, notamment en Angleterre, parce qu'ils sont à l'avant-garde. Quand on a 1,5 million d'employés dans le secteur sanitaire, qu'on a toutes les unités d'urgence du pays, etc., ben voilà, il y a aussi des impératifs et ça n'empêche pas de faire l'effort. Très bien, merci Bruno. Camille qui voulait ajouter quelque chose. Micro. Camille, on ne t'entend pas. Il faut mettre ton micro. Oui, excusez-moi. Donc, je crois qu'il me reste 2 minutes, donc je vais essayer d'être succinct. En fait, les deux ne sont pas du tout incompatibles, hein. La réponse d'urgence et la baisse de nos émissions, c'est pas... en fait, on a ce prisme-là quand on n'a pas le visuel sur notre impact ou qu'on a un système de mesure de cet impact qui est déformé, puisqu'on a tendance, et ça c'est tout le monde, hein, y compris le secteur privé, à ne pas vouloir mesurer ce pourquoi on n'a pas de solution. Typiquement, le système des Nations Unies de comptage des émissions carbone dont parlait Julie tout à l'heure, c'est un système qui est essentiellement concentré sur l'empreinte interne des Nations Unies et non pas l'empreinte programmatique. Donc, en d'autres termes, notre empreinte à nous, qui pouvons travailler pour le PAM ou pour l'UNICEF, n'est pas intégrée par le système de comptage onusien. Donc, évidemment, si on regarde que son transport, son aviation, sa consommation d'énergie, etc., on trouve que l'aviation a une importance énorme. Généralement, c'est au-dessus de 50%. Maintenant, quand on met là-dedans l'empreinte des programmes, c'est-à-dire pour Action contre la faim, les denrées qu'on distribue, etc., on se rend compte que ce qu'on appelle le supply, l'approvisionnement, la sous-traitance, etc., en fait, c'est plus de la moitié de notre empreinte. Donc voilà, donc si vous voulez, si je veux baisser le bilan carbone d'Action contre la faim d'1 tonne, je peux soit arrêter de prendre un vol Paris-N'Djamena, d'accord, soit choisir du mil au lieu du haricot en denrées alimentaires que je vais distribuer. Voilà. Et ça, en condition d'urgence, on choisit. Il n'y a pas de... Vous voyez, je peux très bien choisir ce que je vais prépositionner en stock en termes de denrées alimentaires, en termes de matériaux de construction, en termes de techniques de réponse. Donc, ce n'est pas uniquement la localisation du stock d'urgence qui est en question, c'est la nature même de notre réponse, de nos techniques de construction et des denrées qu'on distribue, du modèle qu'on propose. Et ça, c'est pour ça que nous, Action contre la faim, au travers
d'un consortium carbone qu'on a monté à 9 ONG. Donc, on est complètement en ligne avec l'initiative du Climate Action Accelerator de Bruno, ici présent, sur le fait qu'il faut auditer la globalité de notre empreinte de telle manière à ce que la réponse qu'on va apporter cible la totalité de notre empreinte. Forcément, si on se concentre uniquement sur les billets d'avion, alors là, on arrive devant un paradoxe qui fait qu'on est sur un domaine d'urgence. Voilà. Sauf que ça ne marche pas chez nous. Et pour aller dans le sens de Bruno, hein, le secteur humanitaire ne se dédouane pas et ne se dédouanera pas de la responsabilité de son empreinte. D'ailleurs, le créneau, nous, on est des urgentistes, notre activité est importante, on sera les derniers à se décarboner, est déjà pris. Ce credo est déjà pris par les militaires, hein, qui seront, eux, pour le coup, les derniers à se décarboner. donc c'est évident que le secteur de la santé va se décarboner avant et le secteur humanitaire encore avant. Merci Camille. Je me tourne vers Ségolène qui est un peu gardienne de l'horloge parce que je sais que tu dois intervenir et faire intervenir quelqu'un. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Tu me dis. Je vous propose, sauf s'il y a une dernière intervention, il y en a une. Allez, il y a Julie qui lève la main. Ouais, et Patrick aussi, s'il y a pu y avoir, si vous avez pu réussir à régler un problème de connexion également. Allez, Julie d'abord et puis Patrick après, en espérant qu'on pourra l'entendre. Oui, très rapidement. Donc déjà, pardon de ne pas avoir précisé le périmètre d'inventaire des émissions. Effectivement, il s'agit simplement des émissions internes puisque nous n'avons pas encore les facteurs d'émissions adaptés à nos activités programmatiques. Donc ça c'est clair. Par contre, il y a juste un point que sur lequel je voulais rebondir peut-être parce que pour prendre un peu de recul sur ce qu'il peut faire et la localisation, évidemment, on ne peut pas avoir d'adaptation au changement climatique, d'atténuation au changement climatique sans partir du local, du très local, sans s'appuyer sur les ressources qui sont présentes et qui sont capables de s'adapter. Moi, quand j'ai commencé à travailler en ONG, c'est là-dessus que je travaillais. Donc, c'est quelque chose de possible. Après, ce que j'ai vu avec mes expériences pour les Nations Unies, c'est qu'il y a quand même une échelle d'intervention de l'organisation internationale qui est fondamentale et qui a un rôle à jouer dans l'adaptation au changement climatique. Pour moi, elle est à deux niveaux. D'abord, c'est le transfert de risque. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est une composante importante. Qui va absorber le risque lié le risque monétaire, hein, le risque de perte de l'argent investi dans des infrastructures type solaire, par exemple, ou alors qui va absorber le risque sur les assurances climatiques. Et ça, les humanitaires, les organisations humanitaires commencent à contractualiser et à avoir des accords avec des grands donneurs qui vont juste les aider et investir sur ce risque. Ça, c'est important à comprendre. Donc, il faut quand même une échelle plus large que le local pour aider le local. Et la deuxième chose, c'est que dans les actions qui sont mises en œuvre sur le terrain, beaucoup plus de fonds maintenant portent sur les actions anticipatoires dont on a parlé, donc prévoir les pelles et les pioches, comme disait François, je crois. Donc, vraiment juste pour avoir ce qu'on appelle anticipatory actions. Et on a aussi beaucoup de discussions sur les épargnes et l'aide des caisses d'assurance nationale pour répondre aux risques climatiques. Ces caisses-là, je crois que ce travail avec les caisses d'assurance nationale et les systèmes de protection sociaux nationaux aussi requiert une échelle, alors peut-être pas locale, mais nationale en tout cas, sur laquelle les organisations internationales ou les ONG nationales ont un rôle à jouer. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci Julie. Est-ce qu'on peut entendre enfin la voix de Patrick un peu mieux? Patrick. Là, on n'entend pas mieux Patrick. Il faut mettre le son. Ouais. Ok, bon, merci. J'espère que vous me suivez mieux maintenant. Oui. J'espère que c'est mieux. Bon, je vais déjà rebondir sur ce que Julie a dit, sur les actions locales. En fait, je pense qu'au-delà de l'action humanitaire, les ONG humanitaires, excusez-moi, tautologie, devraient également investir
dans les stratégies d'atténuation et d'adaptation au niveau local. Par exemple, les ONG peuvent investir dans les activités de reforestation. D'accord? C'est l'activité de boisement et reboisement, ou alors investir dans l'activité de déforestation évitée. Cela permettrait aux ONG d'avoir même un peu d'argent à travers l'initiative Red Plus. D'accord? Parce que cette reforestation permet à la fois d'atténuer l'effet du changement climatique, permet également aux populations de s'adapter aux effets du réchauffement climatique. Donc, je pense que les ONG devraient également changer de paradigme et investir un peu dans la reforestation. Et j'avais une question concernant le lien entre urbanisation et changement climatique. Je dirais aussi que le changement climatique, avec son effet négatif sur la production agricole, encourage en Afrique et beaucoup plus dans les pays sahéliens un exode rural, ce qui fait que les villes sont bombées parce que les populations rurales n'ont pas les moyens, donc en fait, ne produisent pas assez pour se prendre en charge. Et par conséquent, sont parfois obligés, les jeunes beaucoup plus, d'aller en ville pour exercer des activités génératrices qui ne dépendent pas du climat. Parce que dans les villages, c'est un peu compliqué de produire aujourd'hui parce que le changement climatique rend un peu la production non seulement faible, mais détruit beaucoup plus les plants qui sont des plants. Donc, les jeunes sont obligés d'aller en ville donc, pour se chercher. Voilà les deux problématiques sur lesquelles je voulais intervenir. Merci. Merci Patrick. Ben, on est ravis d'avoir pu vous entendre mieux que tout à l'heure. Alors moi, je m'excuse complètement auprès des internautes dont je n'ai pas pu relayer toutes les questions, mais il y en avait beaucoup. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourra faire un complément de réponses, notamment des réponses qui étaient adressées vraiment précisément à certains intervenants. Peut-être que vous pourriez prendre le temps après de répondre. Et voilà, moi je passe la parole maintenant à Ségolène. Je me tais et je passe la parole à Ségolène. Merci beaucoup Boris et encore une fois merci infiniment à tous les intervenants et intervenantes de ce webinaire sur ce sujet en particulier. Alors forcément des très riches discussions et beaucoup de questions. Avec cette chance que l'on a aujourd'hui d'avoir des experts et des expertes du sujet sur lequel on a échangé tout au long de ce webinaire. Pour faire le lien peut-être avec aussi le cursus dont j'ai la charge, le DLH, il y a vraiment, et je pense que parmi aussi l'audience, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas des experts et des expertes justement de ces questions-là. Et pour autant, ça traduit toutes les questions écrites qui ont été partagées, le montrent, un intérêt et une volonté aussi de creuser, de s'intéresser et d'approfondir aussi des connaissances à la fois sur les réflexions, sur les pistes de solutions, les solutions déjà existantes ou les pistes à l'avenir, et puis aussi des mises en action finalement. Et ce que je constate dans le lien que l'on fait avec le cursus, c'est qu'on ne va pas traiter nécessairement le sujet en tant que tel, et pourtant, ces actualités, elles font partie de manière intégrante à l'actualité du cursus dans les modules que l'on peut aborder. Que ce soit des modules, et je prends là vraiment sur les éléments qui ont été mentionnés par les panélistes, la question de l'anticipation. François le mentionnait tout à l'heure, sur anticiper l'avenir face à ces types de crises systémiques, c'est exactement l'un des modules sur l'avenir, le futur de l'aide humanitaire, comment se positionner et donc comment prendre en considération aussi ces éléments-là. Je suis très contente et merci Patrick aussi, ravie de finalement vous avoir entendu de Marois, parce que la question aussi changement climatique, urbanisation et démographie, c'est véritablement quelque chose que l'on va aussi traiter dans un module. Et donc,
auprès de participants et de participantes dans chacune de nos cohortes, on ne cherche pas à travailler la technique en tant que telle, mais bien d'ouvrir les considérations, les réflexions, de se rendre compte que les leaders actuels et les leaders de demain dans les opérations humanitaires doivent avoir à l'esprit cette curiosité d'être à la fois en veille et en action aussi par rapport à ce type d'actualité. Donc ça passe par mieux comprendre son système immédiat, et aussi l'écosystème et le système global dans lequel on va intervenir. Je ne vais pas en dire plus parce que je vois que le temps nous est compté, mais j'aimerais vraiment donner la parole maintenant au docteur Françoise Sivignon, qui a plus d'un titre, est absolument légitime et je suis ravie qu'elle soit parmi nous aujourd'hui sur le thème qu'on a traité, et puis plus largement, elle est la marraine de la promotion actuelle. Elle nous fait l'amitié de revenir aussi sur cette fonction, et puis elle est ancienne présidente de Médecins du Monde, vice-présidente de Reporters sans frontières, et puis, et là je la laisserai développer, mais nommée conseillère tout récemment au Conseil économique, social et environnemental, et donc pleinement engagée sur ces questions sociales et environnementales, en plus du secteur humanitaire. Françoise, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas, j'ai une connexion extrêmement instable. Je n'ai entendu qu'un mot sur 10 de Ségolène. Je suis absolument navrée. Je pense que c'est mon tour d'après ce que j'ai. On vous entend bien, Françoise. Vas-y, Françoise. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Françoise. Je suis à Paris, hein, pourtant, ça devrait fonctionner. Oui, je crois que tu m'as brièvement présenté, Ségolène. Donc, je suis médecin, ancienne présidente de Médecins du Monde, actuellement vice-présidente de Reporters. Tout le monde sur le groupe est nouvellement désigné comme membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous m'entendez? Très mal. C'est bon? On vous entend, oui. Ok. Donc, en fait, je vais intervenir très rapidement. Je n'ai pas pu me joindre à votre début de réunion parce que, effectivement, le Conseil économique, social et environnemental me sollicite dès maintenant. Et d'ailleurs, c'est intéressant de commencer par ce point parce qu'en fait, ce Conseil économique, social et environnemental, il est évidemment français, c'est la 3e Assemblée de la République. Il s'appelait précédemment Conseil économique et social. Donc, le volet environnemental s'est rajouté récemment et il s'est encore étoffé avec la mandature qui va débuter. Non simplement, Ségolène m'avait demandé d'intervenir en tant que marraine du programme de leadership humanitaire. Ce que je voulais dire en préalable, c'est que je pense que l'histoire des ONG les plus anciennes, comme Médecins du Monde notamment, intégrait très peu ces dimensions de changement climatique et d'environnement, et que compte tenu de l'urgence, mais je pense que vous avez beaucoup insisté sur ce volet-là, il est plus que temps de se l'approprier de façon extrêmement rapide. La deuxième chose, c'est que, moi j'ai un certain âge, mais il ne faut pas que ça reste un thème générationnel. Je m'entends, on a toujours l'impression, quelles que soient les prises de parole, alors peut-être moins ici autour de cette session, mais c'est encore l'objet d'une génération. Et je pense que le champ humanitaire échappe assez peu à ça. À Médecins du Monde a eu beaucoup de mal à faire passer des mesures, des initiatives éco-responsables auprès des plus anciens, dont je fais partie. Et donc, il faut sortir aussi de ce contexte générationnel pour aller vers une thématique partagée. C'est pas enfin, mais le champ humanitaire, comme on se considère souvent à part, on n'est pas à part en fait. C'est une problématique qui questionne toute la population, alors en France, en Europe et bien au-delà. Et donc, on est véritablement du fait, mais vous avez dû l'évoquer également, de cette pandémie, on est au cœur d'un changement. Je vois maintenant le secteur humanitaire avec un tout petit peu de recul, puisque j'ai quitté Médecins du Monde en tant que position exécutive, on va dire, il y a déjà 2 ans maintenant.
Mais on voit bien qu'il y a un effort considérable à faire et que le changement nous oblige, du fait de la pandémie actuelle, à repenser complètement les activités qui étaient traditionnelles dans nos organisations. Alors, il y a sûrement des choses intéressantes qui sont déjà enclenchées, mais c'est vraiment un changement de logiciel. Alors, je parle un petit peu en tant qu'ancienne de Médecins du Monde, bien évidemment, même si beaucoup d'entre vous ont déjà certainement pris des tournants. Ce tournant, il est en train de se prendre à Médecins du Monde, mais clairement, il va falloir que les leaders de demain, et on en vient à la formation dont j'ai l'honneur d'être la marraine, pourraient s'approprier. Tout d'abord, je dirais que pour les futurs leaders humanitaires, il faut qu'ils soient leaders de projets humanitaires, acteurs de l'action humanitaire. Il faut qu'ils soient des activistes du changement climatique et de l'environnement. Activistes au sens noble, c'est-à-dire écouter ce qui se passe nationalement, à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, pour véritablement s'approprier tous les champs et pas seulement le champ humanitaire dans le cadre de ces changements. Vous m'entendez ou pas? Je ne vous vois plus. Vous m'entendez bien? Allô? On vous entend toujours, Françoise. Très bien, parfait. Allô? On vous entend. Je ne vous vois plus ni ne vous entends. Donc, où en étais-je? Oui, donc il faut vraiment cette qualité d'activiste, alors au sens noble du terme, encore une fois, pas forcément en participant à des activités démonstratives de ce qu'il faut faire autour de ce thème, mais véritablement être à l'écoute de ce qui se passe localement et dans le champ d'intervention des projets que les futurs leaders mènent. C'est pour eux évidemment, et ça à travers une formation, il faut que ça passe quelque part, il faut qu'ils se sentent investis d'une très grande responsabilité. Encore une fois, l'urgence est là, elle est devant nous à très court terme, et donc je pense que le leader d'un projet, il doit être investi de cette responsabilité, qui est celle d'un acteur humanitaire traditionnel, mais bien au-delà, c'est-à-dire sortir de quelque chose qui, somme toute, reste assez sectoriel et parfois même assez élitiste. Sortir d'une sorte de zone de confort en allant vers voilà, les solutions qui se présentent aussi auprès des acteurs économiques, sanitaires, et donc élargir à des champs bien plus larges que le champ humanitaire. C'est une belle opportunité pour un leader de demain de démontrer l'adaptabilité d'un projet, évidemment aussi, et la réactivité des projets. Donc pour ça, encore une fois, être un activiste, être à l'écoute de tout ce qui se passe autour du projet, associer évidemment pleinement les populations locales en termes de construction de projet, en termes de réponse également. Je pense qu'on pense, enfin, je ne sais pas, ceux qui travaillent sur ces sujets-là, vous pensez vue du siège quelque part, mais je pense que les solutions locales d'adaptation, elles sont peut-être pas apparentes, il faut encore une fois aller les chercher, être à l'écoute de ces capacités locales. Enfin, et je ne sais pas si vous l'avez évoqué, je pense que tout ça est indissociable de la promotion de garder en tête la promotion des droits fondamentaux des personnes. Je pense en particulier aux personnes déplacées, mais quelque part, on peut, évidemment, il faut dézoomer du champ purement technique ou des initiatives éco-responsables ou tout ce que peut être des réponses qui tombent sous le sens, toujours intégrer, bien avoir en tête la promotion de ces droits fondamentaux, notamment pour les personnes déplacées, mais pas que. C'est absolument clé. Il faut que ce thème et ce changement, cette adaptation s'accompagnent forcément de ce volet-là pour faire une réponse qui soit véritablement globale et une réponse qui soit politique. C'est-à-dire que pour moi, un leader d'un projet humanitaire, quel qu'il soit, il faut que ce facteur politique puisse être porté auprès de ses partenaires et des pouvoirs publics. Voilà, c'est court, je ne sais pas si Merci beaucoup. Mais Merci je beaucoup, ne vous Françoise. vois pas, alors je... Alors, nous, on vous a parfaitement Oui, là, entendu. c'est bon. Et merci infiniment pour votre contribution à la lecture aussi, à la fois en tant que marraine et aussi dans vos anciennes et nouvelles fonctions. Boris, je te redonne la main pour la conclusion. Bon, ben, ça va être très très rapide. Hein. Non, voilà, moi je suis ravi du débat. Je suis toujours frustré pour les
les gens qui nous ont suivis, dont on n'a pas pu poser les questions. Alors souvent, il y a beaucoup de questions qui se recroisaient. Donc, quand j'en posais une, souvent, ça regroupait beaucoup d'autres questions. Voilà, j'espère effectivement qu'il y aura peut-être un moyen de prolonger et de d'étancher la soif que pourraient avoir certaines personnes. Voilà, moi je remercie les intervenants qui étaient au niveau espéré, ça ne m'étonne pas. Et voilà, donc on va se retrouver bientôt pour d'autres webinaires de toute façon. J'espère que ça a donné envie à ceux qui ne connaissaient pas la revue alternative humanitaire d'aller voir, soit en version papier, soit en version Internet sur notre site. C'est en accès libre. Vous avez tous les numéros en accès libre. Donc, vous gênez pas, allez-y. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup et très bonne fin de journée. Merci, Ségolène, et merci à tous. Merci à tous beaucoup. les intervenants. Au revoir. Au revoir.